Bonjour. Merci, merci, ça fait plaisir. Merci beaucoup, bienvenue pour la troisième et dernière journée de ce Festival Omnivore du Nord 2023. Ça va être une longue et belle journée. On va parler cuisine solide, mais aussi cuisine liquide. Et on va commencer par une maxime. Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'adresse, la dextérité qu'il faut pour préparer une boisson sans alcool, qui ait suffisamment de goût pour qu'on en oublie que cette boisson n'enivre pas. C'est ça le défi qu'on va essayer de relever. Parce que c'est bien de la cuisine liquide que pratique notre invité suivant. Il confectionne des mixtures de druides, des breuvages de sorciers. Subtil et dandy, vous allez voir, Benoît se fait malicieusement appeler le sobrelier. Comprenez un sommelier sobre, qui ne renonce pas du tout à servir du vin, mais qui intègre en plus dans sa palette, dans la palette de son savoir-faire, les boissons non alcooliques. Bref, ce sera extension du domaine de la soif ce matin. On va donc parler NOLO, comme on dit, l'acronyme anglais de No Alcohol, Low Alcohol. Peut-être que certains ici en ont entendu parler. Une tendance de fond qui consiste ponctuellement ou en continu, ça c'est au choix de chacun, à renoncer joyeusement à l'alcool, pourrait-on dire, à mettre à distance la gueule de bois et tous ses effets pervers. Ça tombe plutôt bien en ce dimanche matin à 11 h, surtout après la fête qu'on a eue hier chez Alexandre Gauthier. Parce qu'au fond, si on réfléchit bien, on est tous un peu des Monsieur Jourdain de la soif, n'est-ce pas? On est tous des flexibuveurs sans le savoir, n'est-ce pas? Des quoi? Et oui, on pourrait dire que le flexibuvisme est à la boisson, ce que le flexitarisme est à la nourriture, parce qu'il nous arrive tous de manger sans viande, au fond, il nous arrive tous aussi de boire sans alcool, n'est-ce pas? Et donc la question que je pose, c'est la suivante, référence aux années 90, certains ne vont pas la comprendre. Et si Mister Cocktail avait raison quand il disait « sans alcool », la fête est plus folle. Mesdames et messieurs, Benoît Donofrio, le sobrelier. Qu'est-ce qu'on écoute là, Benoît? On écoute le titre The Piano Has Been Drinking par Tom Waits. Tom Waits, The Piano Has Been Drinking. Le piano qui a bu, qui continue à boire et qui poursuivra encore après. Non, le piano a bu, mais peut-être qu'il a arrêté de boire aussi à un moment, ce piano. Il s'arrête toujours un petit peu. Ça te raconte un peu toi, ça, cette histoire? Oui. Toi, le rapport à ton métier, à ce métier de sommelier, dans lequel toi, tu as décidé, toi, personnellement, de réduire l'alcool, même de t'en séparer. C'est un titre personnel où j'ai décidé de m'abstenir de boire de l'alcool, d'avaler, de m'alcooliser. Ouais. Évidemment, je goûte toujours et je pratique le crachat. Ouais. Tu craches le vin? Je crache. L'art du crachat. Les spiritueux, la bière, tout ce qui est riche en éthanol. Ouais. Et je disais que c'est une tendance de fond. On va expliquer aussi au public que finalement, quand on est sommelier, on est au plus près de l'alcool constamment et que parfois on est submergé par l'alcool puisque ça consiste techniquement à boire du vin et puis d'autres spiritueux toute la journée durant, 5 jours par semaine au moins, le week-end en plus pour s'amuser, et qu'à un moment donné, il y a un trop plein d'alcool. Et ça, il y a des enjeux de santé, d'équilibre mental, de bien-être. De fiabilité aussi. Ouais. De remise en question de la confiance que les gens peuvent nous porter, et de la confiance qu'on peut aussi s'accorder à soi-même dans l'exercice d'un métier ou plus loin dans nos rapports aux gens et à la vie, plus généralement. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre le parti d'arrêter de m'enivrer, d'alcool tout du moins. Parce que je crois que l'ivresse, on peut y accéder par différents recours. Enivrez-vous, disait Baudelaire. Enivrez-vous de ce que vous plaisir, désirez. je crois que c'est la source principale d'ivresse. Et vous êtes un certain nombre de sommelières en France à avoir officiellement et à renoncer à l'alcool. C'est-à-dire vous continuez à goûter, vous crachez, ce qui ne vous empêche pas de savourer un vin, ce qui ne vous empêche pas de le servir à une clientèle. Et en plus, toi, et c'est de ça dont on va parler parce que c'est assez magnifique ce que tu fais et assez avant-gardiste, tu cuisines des boissons sans alcool. Tout à fait. Voilà.
tout simplement, tout Ouais. sobrement. Tout sobrement. Ouais. Donc, alors, ton nom, le sobrelier, vient de là? C'est ça, un sommelier sobre. Un sommelier sobre qui renvoie pas tant à ma décision d'abstinence, mais plus à l'intention d'offrir finalement une prise de plaisir à tout type de flacon, avec mesure, mais voilà, une palette de plaisir élargie au domaine du sans-alcool également. Voilà, sortir de cet imaginaire collectif qui consiste à entrevoir la sommelière ou le sommelier comme un passeur de boissons alcoolisées uniquement. Or, la sommellerie, c'est aussi, enfin, c'est justement proposer un ensemble de boissons qui ont leur place sur la table à un moment donné, dans le cadre d'un repas. Toi, tu dis que tu peux en fait faire plaisir au plus grand nombre, c'est-à-dire quelqu'un qui ne voudrait pas boire d'alcool, une femme enceinte, mais pas que, quelqu'un qui juste n'a pas envie de boire, ne veut plus boire, pour quelque raison que ce soit, ou quelqu'un qui a envie de boire aussi. Ce que je souhaite aussi, c'est que les gens se sentent libres de ne pas avoir à porter les motivations qui les poussent à prendre temporairement ou sur le plus long cours la décision de ne pas s'alcooliser. Que ça devienne un choix positif et joyeux et affirmé. Voilà. Et ce que je de ne pas boire. Ce que je souhaite, c'est mettre tout le monde d'accord. Moi, ce matin, je fais le choix joyeux de ne pas boire d'alcool, par exemple. Tu vois, on s'y met. Après avoir pris la décision hier d'en boire un peu. Voilà, joyeusement. Voilà, joyeusement, mais oui, dans la joie et la positivité. On s'y met, Benoît? Allons-y. Parce que ce que je voudrais qu'on montre au public, c'est qu'en fait, toi, tu es un cuisinier du liquide, encore une fois. Oui. C'est moi qui le dis, c'est moi qui le dis. Alors, tu es venu avec tout un tas de fioles, de flacons. Exactement, des boissons que j'ai préparées dans le courant de la semaine. Est-ce que tu peux peut-être en dire deux mots? Là, je vois écrit carottes, fibres de rhubarbe, sarrasin, piment. Exactement. En fait, c'est une extraction de carottes à froid dans laquelle j'ai mis à fermenter des fibres de rhubarbe issues des parures, de tout ce que j'ai pu récupérer en cuisine. Et j'ai également laissé macérer des graines de sarrasin torréfiées. Ici, on a une tomate clarifiée. En fait, j'ai travaillé une autre tomate. J'ai mondé les tomates pour préserver la peau, que j'ai réservé dans un environnement très froid, afin de préserver les anthocyanes, tous les pigments colorants de la peau, que j'ai remis à macérer, juste pour la couleur et un tout petit peu de texture. Et comme on peut le voir, j'ai mis à infuser des graines de sésame qui ont été toastées. On voit bien. C'est la beauté de la chose. On dirait des petits néons à boire. Et ce dernier, juste pour montrer les couleurs, pour montrer que c'est un univers chromatique aussi, et ici, texture, de densité. C'est un lait d'avoine clarifié. Donc par sédimentation naturelle, après quelques jours de repos, c'est par gravité, quand je parle de sédimentation naturelle. Et le lait d'avoine est monté avec une fermentation de melon et d'oignon. Waouh. D'accord. Donc effectivement, tu as une palette aromatique, là tu as une gamme d'ingrédients vaste. C'est aussi le fruit de la récupération de ce qui est délaissé, si j'ose dire, dans le restaurant dans lequel tu travailles, parce que tu travailles beaucoup en collaboration, en accord mets-vins avec des restaurateurs et des chefs. Exactement, je rebondis sur ce que tu dis pour préciser que toutes ces boissons sont le fruit d'une réflexion autour de recettes pour accompagner justement des plats bien précis qui avaient été pensés pour un repas que j'ai accompagné en début de semaine. Évidemment, c'est issu d'une élaboration un peu plus tardive, mais ces boissons ont été réfléchies pour accompagner des plats qui m'avaient été soumis par le chef avec lequel j'ai collaboré en début de semaine. Moi, j'ai découvert notamment ton travail de près quand tu as travaillé en collaboration avec Manon Fleury au Chalet des Îles à Paris, à Doménil, où tu proposais un accord mets-vins entièrement sans alcool. Et c'était bluffant. Mes boissons. Qu'est-ce que j'ai dit? Sans alcool, mes vins. Tu vois, vieux réflexe. Oui, bien sûr. Bon, on est là pour les déconstruire. On est là pour se déconstruire ça même aussi. Pour tout déconstruire. Mes boissons sans alcool, et c'était bluffant. C'était bluffant dans le rapport, dans les échos que ça pouvait engendrer avec les plats. Enfin, c'était vraiment formidable. Venant de toi, ça a encore plus de saveur. Allez, on s'y met. Qu'est-ce que tu as préparé là? Eh bien, on va commencer par présenter l'intitulé des deux boissons que j'ambitionne de réaliser en un temps record. Bien sûr. En un temps record pour moi-même, parce que je suis pas du genre à être le pied au plancher. On va commencer par celle-ci, qui est donc une extraction à froid d'abricots et de pommes, dans laquelle je laisse macérer des pommes de terre qui ont été grillées et que je passerai ensuite au chalumeau afin d'apporter une dimension terreuse, mais empyromatique aussi, fumée. Et après filtration, je laisserai
à infuser également du pain, du vieux pain que je récupère. Du pain rassis. En fait, cette boisson, ce qui est mis à l'honneur essentiellement, ce sont des produits valorisés, récupérés, sauvés du compost ou de la poubelle. Ouais. Et dans un autre temps, puisque cette boisson va me permettre également de nourrir une autre boisson, il y a tout un jeu de vases communicants d'une boisson à l'autre. C'est là, je crois que je la connais, enfin je connais une version, on va montrer la texture. Exactement, incroyable. une version. On dirait un caramel liquide. En fait, c'est une eau en l'occurrence une eau de praliné de coques d'amandes fraîches qui ont été torréfiées, des coques d'amandes que j'ai récupérées auprès de la cuisine. Ouais. Et j'ai monté le lait de coques d'amandes, parce qu'à la base, l'intention c'est de faire comme un lait de coques d'amandes. Je l'ai monté avec un bouillon de cosses de petits pois pour apporter de la couleur, mais aussi ce tempérament textural un petit peu velu. Qu'on peut ressentir. Coque d'amande, cosses de petits pois. Tu fais de tout ça, c'est aussi une cuisine du zéro déchet, c'est aussi autant que possible. Par essence, une cuisine tenter d'aller extraire autant de ce qu'un produit peut nous offrir en matière de texture et de saveur. Oui, parce que ton objectif c'est l'extraction finalement, c'est d'aller capter toutes ces saveurs. À la même, dans une mesure toute relative, au même titre qu'une vigneronne ou qu'un vigneron. Et avec plus ou moins d'intensité. C'est vrai. Donc pour commencer cette recette d'abricots, pommes de terre et pain, j'ai préparé les extractions d'abricots et de pommes juste ici. Donc, ce qu'il faudrait idéalement, c'est prendre une casserole. Quand tu fais des extractions avec un extracteur à jus, c'est ça? Oui, tout simplement, mais parfois aussi je foule avec mes petits doigts. D'accord, avec tes tout petits doigts. Et ça, quand je veux opérer des temps de macération sur peau, sur pépins, sur noyaux, sur fibres, selon que je souhaite apporter plus ou moins de végétal, de matière. Ça dépend du profil de texture visée. Plus ou moins d'extraction des différentes parties du fruit, Exactement. de la peau. Ici, ce que j'ai souhaité, c'est donc extraire le jus le plus nettement possible. À froid, ce que je fais, c'est une astuce, mais vraisemblablement la majorité d'entre vous connaissent, c'est donc soit plonger le fruit dont on veut, ou le légume dont on veut extraire du jus dans un peu d'eau froide idéalement, ou sinon ce que je fais aussi plutôt pour les pommes, les poires, les coings, je les mets en environnement de surgélation, de congélation, et je les retire quelques temps avant de procéder à l'extraction. Ça permet de capter un peu plus de jus. Donc tu les congèles avant de les retirer? C'est ça, et après je les Parce sors. Que quoi, ça les resserre, ça les concentre? Et puis ça libère davantage de jus une fois que c'est revenu à température et que les chairs se sont ramollies. Et ça permet aussi un ramollissement des chairs plus probant. Pour les futurs sobreliers du dimanche dans la salle le savent, ils peuvent s'y mettre. C'est sûr. Voilà, donc on verse cette extraction. Normalement, il y a un bruit de centrifugeuse ou d'extracteur qui aurait recouvert ma voix et la tienne. Ce qui aurait été dommage. Non, mais oui, bien sûr. Dernière bouteille. Et dans cette préparation, qu'on ne fait pas chauffer évidemment, qui reste froide, après, ce que je fais, je récupère donc les pommes de terre qui ont été préalablement passées au four à 180 degrés pendant 45 minutes, de façon à obtenir une peau marquée par le goût de torréfaction et en même temps un ramollissement des chairs. Mais avant de plonger les pommes de terre dans cette extraction de fruits, je vais les passer au chalumeau. D'accord. De façon cette fois-ci à marquer par la flamme, littéralement, et permettre à la boisson, lorsque tous les éléments se seront rencontrés, d'opérer très naturellement une fonte aromatique. Et à ce moment-là, on va avoir une fonte aromatique, les saveurs, se combinent les unes aux autres et se fondent les unes dans les autres. Et ce qui va permettre, au bout de quelques jours, avec cet agréable goût de brûlé qui va apporter la flamme. C'est ça, et qui va pouvoir aussi donner le change, restituer une impression d'expression de minéralité, puisque c'est le tempérament conféré à certains vins par la crue sur certains types de sols. C'est ça, parce que tu joues aussi de toutes ces évocations aromatiques des vins, de toute cette palette du vin, qui est un référentiel riche et classique.
Et que toi, tu essayes d'explorer, bien sûr, et bien sûr qu'on le retrouve ailleurs. D'ailleurs, quand on parle du vin, c'est bien d'autres fruits, légumes, produits, bien sûr, d'autres éléments expériences olfactives, gustatives, auxquelles on fait référence. Bien sûr. C'est pour ça que je précise qu'il ne faut pas avoir peur de parler du vin, même si on n'est pas un professionnel. Enfin, il faut avoir peur de parler de peu de choses. Il y a quelques sujets touchy, donc il vaut mieux parfois se garder de parler. Peut-être de parler du vin à sa façon. Mais en matière de vin, il faut en parler de façon décomplexée. Et c'est également une des intentions que je tente de viser en m'engageant à faire des boissons. C'est permettre, lorsque je me présente à une table de convives, leur permettre d'avoir la liberté de me renvoyer un retour direct. Donc pas avoir peur de critiquer, parler plus librement des boissons. Et ce que les gens ont encore un peu de difficulté à faire en matière de vin, ils se sentent pris sous la coupe d'un sachant. Intimidés par les codes culturels du vin. Et si on brûlait la patate? On brûle la patate immédiatement. C'est pas du langage de prison, ça veut littéralement dire brûler une patate. J'ai donc du feu, en bon fumeur, évidemment. Alors je suis très content de te recevoir ce matin aussi parce qu'aujourd'hui c'est la journée des scolaires. Il y a beaucoup d'étudiants en cuisine du lycée hôtelier notamment et on est ravis aussi qu'ils découvrent ce que tu fais. Ça va, vous êtes là ou pas les scolaires? Ravi aussi. Très ravi. Dans la salle? Ouais. Je crois que c'est l'une des motivations les plus riches de ce que j'ambitionne de faire, c'est de le transmettre aussi. Est-ce que le chalumeau chalume? Le chalumeau chalume. Ouais. Mais celui qui manie le chalumeau est peu habile. Bon. Bah alors ça chalume un petit peu. Hop. Ouais. Donc là, on va brûler la pomme de terre pour aller chercher ces arômes. Ces petits arômes de combustion légère. Exactement. Alors, idéalement, il faut passer la flamme plutôt sur la peau. Ouais. C'est pas tant les chairs qu'on veut. Ouais, c'est la peau surtout. Qu'on veut marquer, c'est vraiment la peau qui va mieux capter les agents aromatiques de brûler, de flamme. Oui, parce que la peau de la patate, ça a du goût, quoi. Alors évidemment, on a l'intention de vous faire goûter. Parce que je sens que c'est la question que tout le monde se pose. On va faire circuler après plus tard. On va cuisiner un peu et ensuite on fera goûter ces boissons au public. Donc une fois. Qui a l'air totalement fasciné. En tout cas, les premiers rangs, c'est une attention, t'entends, recueillie. Ce que je disais tout à l'heure. Donc on plonge. Une heure de sortie de messe. C'est ça. Tu plonges les patates donc dans tes extractions. Exactement. Alors, on peut laisser macérer longtemps. Ouais. Idéalement, je laisse. Combien de temps tu laisses? La macération opérer pendant 2 heures. 2 heures. 2 heures. Après quoi, je filtre. Ouais. Et après filtration, bon, comme il s'agit d'une démonstration, personne n'est dupe. Bien sûr. Je vais tout de suite passer au chinois et plonger le pain. Tiens, le chinois est là. Merci beaucoup, Aïta. Ici. C'est donc de la cuisine, n'est-ce pas? Comme vous pouvez voir. Tiens, tu veux que je te tienne ça? Ah, c'est adorable. Donc une fois que les pommes de terre ont macéré un peu plus longtemps, nous obtenons donc une extraction d'abricot avec un peu de pomme marquée par le goût de fumée de la pomme de terre, mais également l'amidon que la pomme de terre aura rejeté, ce qui permet d'offrir une texture un peu plus ample, un peu plus nappante, après la fonte aussi des textures. Un peu le liquide. Exactement. Densifier parce que, comme on le verra dans un petit instant, une fois que nous aurons torréfié le pain qui est juste ici, le pain torréfié qui se trouve là, j'ai pris de l'avance pour mieux vous bien sûr. parler. Donc je plonge le pain dedans. Et tu le laisses s'imprégner, s'imbiber? Je le laisse s'imprégner et je le laisse 1 heure. D'accord. 1 heure, de façon, cette fois-ci, après avoir apporté, donc on a la fraîcheur du fruit, on a également une profondeur de goût et la dégustation plus terreuse,
et empyromatique et fumée. Ici, on va avoir un lien, une passerelle entre la fraîcheur et la terre plus céréalière, qui va également apporter des notes fumées, mais cette fois-ci plus grillées. On aura moins une sensation gustative de proximité avec un barbecue. Cette fois-ci, on aura vraiment un peu de gourmandise aussi, sans doute. La dimension presque d'élevage dans un fût de bois neuf. D'accord. Mais toi, tu dis que quand tu mets du pain grillé dans une texture, ça t'évoque l'élevage dans du fût de bois neuf. C'est ce que j'ai recherché. Et après dégustation, c'est beau. Post différentes recherches, j'ai conclu qu'en opérant ce travail-là, ça pouvait me rappeler des sous-tons aromatiques de bois neuf. C'est le grand monde des correspondances aromatiques que tu explores, c'est ça? En toute modestie, bien sûr, mais quand même. Alors qu'est-ce que tu fais ensuite? Une fois que c'est préparé, je vais de nouveau filtrer, au travail de filtration. Donc on récupère le pain. Le pain, normalement, après avoir trempé de longues heures. Oui, c'est un pain perdu. Exactement, c'est un pain retrouvé. Puisque c'est un pain qui normalement, ne peut plus être servi à table. Je le récupère en règle générale auprès de mes camarades de salle. Et donc, on le retrouve de la sorte. Mais ce que je tenais à dire, c'est qu'après un long temps d'imprégnation de liquide par le pain, on a un pain qui est tout ramolli, qui est tout délité, et pour le coup, il n'y a plus de scrupule à le mettre au compost ou à la poubelle. Une fois que c'est fait, le pain simplement infusé. Le pain infusé, on va filtrer également. Cette fois-ci en repassant au chinois. Joli. Et finalement, après, on se rendra compte que l'une des étapes capitales, mais sur laquelle on n'intervient plus trop, c'est le temps de repos. Il faut prendre le temps. D'accord. En fait, ce que je souhaite, c'est obtenir la boisson pour ce profil de boisson, un rendu esthétique bien clair. On va laisser la boisson sédimenter par gravité, donc naturellement. Donc tous les éléments solides. Après, pas hésiter à remuer également le liquide dans une grande jarre. Je te propose, Benoît, parce qu'il va nous rester 10 minutes pour ta deuxième recette, qu'on serve d'ores et déjà. Bien sûr. Est-ce que je peux te solliciter pour, Mais bien sûr, avec grand plaisir. Merci. Moi, servir des verres, tu sais que c'est une de mes passions. Et il y a également une autre étape dans l'élaboration de cette boisson, très, très courte. Ce qu'on fait, on remet tous les éléments, le pain et les pommes de terre, avant de les jeter, on les récupère, on les met dans le chinois. Et en fait, ce que j'ai fait également, c'est que j'ai récupéré, après l'extraction des jus, j'ai récupéré la pulpe, toutes les peaux, enfin tout ce qui est sorti du fruit après extraction des jus, et j'en ai fait un bouillon. D'accord. De façon à ne jamais travailler avec une eau neutre, si je puis dire. L'idée étant de toujours enrichir l'eau d'un peu de texture, l'eau avec laquelle on travaille, d'un peu de texture et d'arômes, et si possible des aromatiques cohérentes avec la boisson. Tu sais, c'est ce que les Thaïlandais appellent le bouillon perpétuel. Bouillon perpétuel. C'est ce bouillon où ils mettent. mettent. C'est une très belle façon de parler de lui. Où ils mettent tous les jours, ils reversent un nouvel ingrédient, un nouvel élément. Et donc, tenez, alors on va faire tourner ça dans le public. Ce qu'il s'agit de faire après coup, c'est de Monsieur, verser le bouillon sur tous les résidus, tout ce qui a été récupéré de l'extraction des jus. Vous connaissez peut-être déjà. Pour enrichir subtilement. Merci. Vous voulez goûter la palette aromatique de la boisson à finir, mais également rallonger en liquide un peu moins coloré. Est-ce que vous pouvez faire passer peut-être la recette visée. Voilà. Ce qui va permettre au jus de voir tous ces sédiments un peu éparpillés dans la phase de clarification, de sédimentation, et donc permettre ainsi une meilleure clarification de la boisson.
Je reviens sur scène, attention. Bon, super Benoît. Est-ce que tu penses qu'il est temps qu'on passe à ta deuxième préparation immédiatement. La deuxième boisson qui est donc, alors, n'ayant pas de coque d'amande fraîche à disposition, j'ai travaillé pardon, dans la je me bouteille. permets de dire deux mots sur celle-ci. Okay. Ça vous plaît madame? C'est ce qu'il vient de préparer. Abricots, pommes de terre fumées, pain. Oui. Très joli. Il y a un tout petit peu de perlant. Tout petit peu de gaz. Ouais, tout petit peu de gaz. Pour avoir cette sensation de fraîcheur. La boisson a fermenté pendant 72 heures. Il y a une deuxième bouche longue céréalière qui est magnifique. Et là, on est quand même sur une boisson dite soft, dont on oublie qu'elle n'a pas d'alcool parce que le goût est là, quoi. C'est formidable. Ça accompagne un plat. On peut applaudir quand même Benoît, me semble-t-il. Écoute, Benoît, je te laisse peut-être continuer avec ta deuxième recette. Moi, je vais resservir quelques verres parce que je crois qu'il faut que le public découvre ça. Donc la deuxième boisson, il s'agira de l'eau de praliné de coque d'amande fraîche, torréfiée, montée avec un bouillon de cosses de petits pois. Donc, je parle du contenu de la bouteille, et après infusion de feuilles de figuier. Feuilles de figuier à la fois fraîches et toastées également. Donc dans un premier temps, ce qu'il faut faire, comme je n'avais pas de coque d'amande fraîche, tel que je le disais précédemment, j'ai récupéré les noyaux des abricots qui ont servi à faire la première boisson, celle qui est en train de passer. Ouais. Et donc les noyaux sont ici, ils ont été torréfiés, avec des graines de courge également. Graines de courge qui permettent, ici, telles qu'elles sont travaillées, avec un tout petit peu de torréfaction, juste de venir apporter de la couleur, au même titre que les cosses de petits pois qui ont servi à faire un bouillon dans lequel on est allé extraire les pigments colorants de la cosse de petits pois. Et comme je le disais en ouverture de discussion, la texture est un petit peu velue, comme une peau de kiwi. Ouais. Donc, torréfaction. Un petit peu velouré comme ça. C'est ça, exactement. Une torréfaction des graines de courge pendant 10 minutes à 180 degrés. Les noyaux ou les coques d'amandes fraîches plus longtemps, 1 heure à 160 degrés. L'idée, c'est vraiment de les rendre cassantes, plus facilement cassantes au broyeur, au Thermomix en l'occurrence. C'est l'appareil que j'utilise régulièrement. Et donc une fois qu'on passe tout ça au Thermomix, tu vas faire une sorte de lait végétal, c'est ça? Exactement. Bon, je pense qu'on a l'idée. Ouais. On peut passer au rendu, ouais. Donc pour monter le lait, donc on met tout ce petit monde végétal dans la cuve du robot, et on y verse également le bouillon de cosses de petits pois. D'accord. Ici, pour la démonstration, c'est le même bouillon qui a servi à rallonger la boisson précédente, qui va permettre de monter le lait le lait végétal. Oui, parce qu'il y a toujours des sauts comme ça d'une boisson à l'autre, des éléments qu'on retrouve. Et ça permet également d'évoquer les éléments de continuité. L'intention aussi dans l'accord, l'engagement dans l'accord, qui consiste aussi à emprunter des éléments de l'assiette précédente et à l'assiette suivante, le plat et l'assiette. Oui, parce que ce qui est assez génial avec ce que tu fais, c'est que tu peux effectivement travailler des produits évoquant l'assiette pour laquelle tu crées le... Et annonçant un petit peu aussi les traceurs aromatiques du plat à venir. Bon, ce qui permet aussi, c'est une démarche très intime, de se préparer à accueillir, mieux passer d'un plat à un autre et mieux accueillir. De travailler les transitions aussi dans le repas. Alors voici ce que ça donne, c'est magnifique. Je vais en servir quelques-uns aussi pour que le public goûte. Parce que je sens que le public est goûteur, le public est demandeur. Après torréfaction des graines et des noyaux, on passe au robot, on mixe en montant petit à petit avec le bouillon choisi. Et une fois que le lait est obtenu, on filtre également en passant au chinois étamine. Et une fois qu'on a enlevé le gros de tous les résidus secs de la préparation, on peut mettre à macérer pendant une journée des feuilles de figuier fraîches qui ont été ici cueillis dans le 20e arrondissement de Paris. Ah ouais, carrément. Dans le 19e arrondissement, je connais très bien. Moussaïa. Je connais très bien ce terroir puisque j'y habite, figure-toi.
on est voisins. Ouais, une Sans trop révéler de notre intimité. Quel terroir. Quel terroir, mes aïeux. Et après 24 heures de macération des feuilles de figuier fraîches, cette fois-ci, on va opérer un temps de macération un peu plus court, d'une demi-journée, avec des feuilles de figuier qui ont été toastées. Alors, on comprend et ce qui bien. permet, je vous laisserai le constater, j'espère que je ne me tromperai pas trop, que je présumerai pas trop de vos retours de dégustation, mais ce qui est intéressant, c'est que la feuille de figuier partage une molécule en commun avec la noix de coco qui lui permet de révéler des aromatiques très proches de ce fruit. Et en torréfiant la feuille de figuier, ce que je recherche, c'est l'exaltation de ces parfums de noix de coco qui apportent un petit peu d'exotisme et un peu plus de relief. Tu as la verdeur de la feuille de figuier, tu as effectivement cet arrondi de la noix de coco en deuxième bouche, et tout ça dans un espèce d'éclat d'acidité subtile qui est acidité qui est renforcée par les quasi 48 heures de fermentation que j'ai parce que opéré. La fermentation va amener cette sorte d'électricité, cette sorte de vivacité dans la boisson. Ce petit coup de fouet. Franchement, c'est super bon. On peut l'applaudir. Est-ce que tu veux qu'on fasse une dernière manie? Mais je crois qu'on est bon. Est-ce que vous avez goûté? Alors? C'est assez bluffant, non? Ouais. Est-ce qu'on fait goûter d'autres choses? Qu'est-ce que c'est, ça? Percolation de riz, je vois. En fait, j'ai fait un riz torréfié. Je pratique beaucoup la torréfaction. Riz torréfié que j'ai moulu un peu comme une mouture de café, assez grossièrement. Et j'ai fait une extraction de jus de cerise, mais cette fois-ci par foulage, pour laisser reposer le jus sur la peau, le noyau, les queues également, aller chercher un petit peu d'intention végétale. Et ce jus, je l'ai versé, juste en sortie de four, je l'ai versé sur le riz. En fait, le principe de la percolation, vraiment, c'est l'eau qui, en s'écoulant, c'est le principe du percolateur dans la cafetière italienne. C'est ça, le jus qui va passer à travers la mouture. C'est pour ça que la mouture est assez grossière, de façon à être plus resserrée dans le filtre, dans le chinois. En s'écoulant très lentement, on va aller tirer les aromatiques du riz, mais de façon un peu plus subtile qu'une technique à laquelle je recourais pour d'autres boissons qui impliquaient également du riz. Donc ici, on a donc la cerise, on a le riz torréfié, on a également les graines de sarrasin torréfié, toujours pareil, pour essayer de toujours tisser un lien entre les différents niveaux de culture. Et dis-moi, Benoît, est-ce que tu connais la recette de la potion magique alors? Tu as réussi à la craquer ou pas? Je suis toujours dessus. Tu es toujours dessus. On travaille ensemble. Mais moi, je suis là. Tu sais que je suis ton principal goûteur pour ça. Merci infiniment, Merci Benoît. à toi, Hector. On voit passer des photos de tous ces breuvages et ces mixtures dans des verres, et l'impression est vraiment formidable, bluffante. Suivez ce garçon, il se fait appeler le Sobrelier sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Suivez son travail parce que c'est vraiment très fort et ça invente quelque chose de très nouveau. Vous voyez, de la cuisine liquide, une sorte de conception druidique de la boisson, et puis la conviction aussi que il y a de la joie ailleurs que dans l'alcool aussi. Et que toutes les boissons, et du plaisir. En fonction de l'intention qu'on met à les élaborer, on leur place sur une table. Merci Benoît. Merci. On peut l'applaudir. Merci. Je débarrasse tout. T'inquiète pas, on va le faire. Merci beaucoup. On se retrouve dans 10 minutes pour la scène suivante. À tout à l'heure.